Bienvenue à la série de webinaires de l'AIC Progrès de la pratique. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Déprescription pour les personnes âgées, les clés du succès. Cette session sera enregistrée pour les infirmières et infirmiers qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Je m'appelle Marie Marquez et je suis responsable du Centre d'accréditation à l'Association des infirmiers et infirmiers du Canada et j'animerai ce webinaire. À la fin de la présentation, nous répondrons à vos questions que vous pouvez écrire dans la boîte de texte questions et réponses que vous trouvez en passant votre souris au bas de votre écran. Ensuite, cliquez sur le bouton questions et réponses. Nous répondrons à autant de questions que possible selon le temps dont nous disposons. Le certificat de participation vous sera envoyé par courriel avec le lien à l'enregistrement de ce webinaire. Maintenant, j'aimerais vous présenter Camille Gagnon. Camille est pharmacienne et directrice adjointe du Réseau canadien pour la déprescription. L'objectif de cet organisme est d'optimiser l'usage des médicaments dans la population en faisant la promotion de la déprescription des médicaments qui non sont plus bénéfiques ou qui peuvent être nuisibles chez les aînés. Elle travaille dans un groupe de médecine familiale à Montréal et a de l'expérience en pharmacie communautaire, de même qu'en gestion de programmes cliniques. Je vous donne la parole, Camille. Merci, Marie. Je veux remercier l'Association des infirmières et des infirmiers du Canada pour l'invitation. Puis, on va passer ensemble une quarantaine de minutes pour la présentation. Après, je vais être certaine qu'on ait suffisamment de temps pour des questions. Donc, je vous invite à commencer à y penser aussi dès maintenant. Puis, aujourd'hui, on va couvrir un certain nombre d'aspects de la question qui est très large. 40 minutes, c'est peu au final quand on aborde un sujet comme la déprescription. Mais je veux quand même faire ressortir nos objectifs d'aujourd'hui. Puis si on arrive à tout couvrir ça, j'aurai atteint mon objectif. En premier lieu, on va regarder l'identification des médicaments à déprescrire. Donc, on va regarder quelles stratégies peuvent être utilisées pour identifier les médicaments que prennent vos patients, qui pourraient être déprescrits selon plusieurs facteurs, en regardant les bénéfices et les risques à moyen et à long terme. C'est souvent ça qu'on va considérer. Ensuite, je vais passer une partie de ma présentation à regarder des outils. Donc, que vous vous familiarisiez avec ces outils-là, que ce soit des algorithmes ou des outils en ligne qui peuvent vous aider en tant que professionnel à initier ce processus-là et à le mettre en place, évidemment. Ensuite, on va regarder l'identification des patients. Au-delà des médicaments eux-mêmes, il y a des patients qui vont mieux répondre à ces interventions-là que d'autres en regardant des critères validés, puis encore là, des outils. Et finalement, je pense que mon point le plus important, ou ce qu'on va passer un certain temps, c'est vraiment comment initier la conversation, comment être à l'aise avec le sujet, puis comment l'aborder avec patients et collègues. Donc, ce qui va ressortir aujourd'hui, c'est plusieurs choses, mais certainement que moi, je suis ici en tant que représentante, évidemment, du Réseau canadien pour la déprescription. Dès les premiers balbutiements de notre organisation, les premiers temps, c'était clair pour nous que les infirmiers et infirmières devaient faire partie de ce processus de la déprescription. Puis, ils jouent un rôle essentiel dans le processus. C'est pour ça que notre organisme, on a un comité d'infirmières de partout au Canada qui regarde ces questions-là, puis ils nous ont aidés à monter cette présentation. Donc, j'espère que vous allez pouvoir trouver que ce contenu est approprié pour votre pratique, pour votre réalité. Puis je comprends qu'il y a des milliers de différentes réalités possibles, donc au moins que certains aspects le soient. Et au-delà d'être pertinent pour la pratique des infirmières et des infirmiers, je veux que ceci soit applicable à la réalité je ne sais même plus quel jour on est, le 28 janvier 2021, qui est, on ne peut pas ne pas le mentionner, la COVID. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment faire ressortir, c'est qu'il y a beaucoup d'aînés au Canada qui, malheureusement, souffrent des effets néfastes des médicaments et de la polypharmacie. Alors, je veux qu'on commence à penser de façon préventive pour voir comment ensemble on peut travailler à ce que les médicaments aident nos aînés, les gardent à la maison. On a vu
les désastres qu'il y a eu dans les foyers de soins de longue durée, garde les aînés à domicile indépendants le plus longtemps possible. Et c'est avec vous qu'on va faire ça. Donc, identifier les médicaments qui pourraient mettre nos aînés à risque d'effets néfastes, c'est la première chose qu'on peut faire pour améliorer la santé de la population et avoir des impacts positifs à plusieurs niveaux. Donc, je plonge. Au niveau des déclarations, je n'ai aucune déclaration au niveau de conflit d'intérêts à faire, mais je dois quand même mentionner que le Réseau canadien pour la déprescription, nous sommes financés par une bourse de recherche, des instituts de recherche en santé du Canada. Donc, toujours une petite blague plate pour commencer mes présentations, c'est que je dis que je ne suis pas devenue pharmacienne pour aller dire aux gens que les médicaments, c'est mal ou que c'est mauvais. Hein. J'y crois aux médicaments et ils ont des bénéfices énormes et je ne vous apprends rien, je suis sûre que vous le constatez dans votre pratique à tous les jours. Donc, les médicaments, c'est ce pourquoi aujourd'hui, notre espérance de vie au Canada est plus élevée que jamais. Évidemment, on considère la pandémie, ça peut changer les choses, mais donc, on vit plus vieux que jamais et c'est grâce principalement aux médicaments. Donc, ils nous aident à traiter des conditions au plan symptomatique et aussi à contrôler les maladies chroniques. C'est vraiment ça que je veux qu'on mette en relief ici, c'est que quand vous regardez une liste de médicaments de vos patients, vous verrez sûrement que la plupart d'entre eux, surtout vos patients aînés, ce sont des médicaments qui viennent garder espérons-le, contrôler des conditions chroniques pour prévenir des complications et des événements malheureux qui pourraient découler au fil de l'évolution d'une maladie. Et vous voyez certainement, puis ça, c'est très important en gériatrie, le confort, la qualité de vie. Plusieurs médicaments que prennent les aînés sont vraiment là pour les aider à fonctionner au quotidien et les aident à vraiment améliorer leur qualité de vie, en bref. Donc, ils sont extrêmement utiles. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui, partout au pays où vous vous trouvez, pour parler de ce problème de polypharmacie? C'est qu'on observe que les médicaments sont utilisés très, très souvent pour traiter un nombre élevé de conditions et probablement, certainement, trop rapidement souvent, ce qui fait qu'on se retrouve avec un grand nombre d'aînés qui prennent un grand nombre de médicaments et qui se retrouvent à devoir jongler avec toutes sortes de thérapies et toutes sortes de méthodes d'administration, etc. Et ça ne découle pas toujours en des résultats positifs. Ce n'est pas juste des médicaments prescrits. Hein, c'est ici que j'aime mentionner qu'on voit une hausse énorme aussi de l'automédication. Les gens qui se tournent aussi vers les thérapies alternatives. En tant qu'infirmier, infirmière, posez-vous les questions aux patients, demandez-leur. Est-ce que vous leur demandez, est-ce que vous prenez des médicaments sur le plancher des pharmacies? Est-ce que vous voyez un guérisseur? Ça dépend au Canada, on est un pays multiculturel. Il y a de toutes sortes d'approches alternatives. Donc, de poser les questions, d'être ouvert, puis de ne pas mettre des ornières sur notre thérapie, disons, l'allopathique, là, disons, spécifique. On peut vraiment découvrir plusieurs choses en posant la question parce qu'on sait aussi que les gens évitent de le mentionner aux professionnels de la santé souvent de peur de jugement. Donc, beaucoup d'automédication, évidemment, beaucoup de recours à d'autres thérapies, mais également, oui, nous en prescrivons beaucoup et du problème du développement de lignes directrices cliniques en silo. Je ne vous apprends rien quand on regarde des lignes directrices de nos jours, hein, c'est que ça semble constamment être des ajouts de nouveaux médicaments qui, au final, lorsque la condition évolue, on se retrouve avec des fois 4, 5 médicaments facilement pour traiter une seule condition, parfois même. Donc, un patient a rarement une seule condition. Hein, je ne vous apprends rien. Donc, c'est là où on se retrouve avec ça. Rapidement, les chiffres sont quand même éloquents aussi. Quand on regarde au Canada, la proportion d'aînés qui prend 5 médicaments ou plus ou 10 médicaments ou plus, je laisse un peu de suspense pour vous laisser y penser un peu. Faites à noter qu'ici, on parle d'aînés qui vivent à domicile. Hein? Ce ne sont pas des aînés en soins de longue durée. Donc, on a 66% des aînés qui vivent à domicile qui prennent au moins 5 médicaments et un quart à peu près, donc 27% qui en prend 10 ou plus. Aînés étant ici 65 ans et plus. Parce qu'on se base sur les programmes comme la RAMQ là, pour avoir les stats partout au pays. Finalement, la deuxième question que je vous demande, c'est, d'après vous,
plus on vieillit, est-ce que le nombre de médicaments s'accroît ou tend à réduire, à diminuer? La question ici se pose, mais probablement que je ne vous surprendrai pas, c'est que ça augmente. Hein? Donc, on a 38% des gens qui, à 85 ans et plus, prennent au moins 10 médicaments par jour. Donc, ça vous donne une idée du portrait, puis de vraiment ce qu'on voit at large. Au niveau des classes thérapeutiques, je file rapidement encore ici, mais c'est toutes des classes que vous voyez, je suis sûre, au quotidien, au niveau du pourcentage d'utilisation de ces médicaments au pays. Nos statines qui sont utilisées par un aîné sur 2, les inhibiteurs de la pompe à protons, un aîné sur 3. Tout ce qui est hypertension, évidemment aussi. Vous voyez quand même que dans notre top 10 au Canada, le 10e classe, c'est les benzodiazépines. Donc, des sédatifs, des anxiolytiques qui sont là aussi couramment utilisés. Donc, l'arsenal, donc tout ce que peut prendre les aînés au quotidien, au final, il y a beaucoup de molécules qui finissent par se ressembler beaucoup au niveau cardiovasculaire et maladies psychiatriques également. Douleurs aussi, on voit les opioïdes qui sont là. Et finalement aussi, évidemment, le diabète. Là. Un bref rappel de ce pourquoi on porte tant d'attention à la clientèle gériatrique puis à l'usage des médicaments dans ce contexte. Il y a plusieurs raisons physiologiques qui font que nous devons être prudents. Nous devons utiliser, et ça c'est un concept, hein, start low and go slow. Donc, ce qu'on veut, c'est, puis après, souvent on va dire start low, go slow, but go. Hein? Donc, quand on initie un traitement chez un aîné, on peut le faire, mais c'est simplement qu'il faut faire attention pour plusieurs raisons. En premier lieu, il faut se rendre compte qu'en vieillissant, évidemment, notre masse graisseuse s'accroît, malheureusement, c'est comme ça, et notre masse musculaire, donc à base d'eau, diminue. Maintenant, il y a beaucoup de médicaments qui adorent les graisses, qui sont lipophiles et qui aiment s'y stocker. Et ces médicaments-là ont cette fâcheuse tendance d'être des médicaments qui affectent le système nerveux. Donc, comme par exemple certaines benzodiazépines. Et donc, elles aiment se stocker dans les graisses et nous donnons ces médicaments à un individu qui a une plus forte concentration de graisse. Alors, le médicament reste plus longtemps dans son corps et s'accumule avec le temps. Et donc, on peut avoir quelqu'un qui est sous l'effet du médicament pour une durée bien plus longue que ce qui est écrit dans notre guide ou dans notre monographie. Hein? Donc, toujours à considérer au niveau de nos aînés. Puis, le troisième point aussi est crucial, hein, l'élimination du médicament. Là, on parle du foie. Oui, le foie, mais le foie, cliniquement parlant, c'est très peu important. C'est vraiment les reins, généralement, qui vont déterminer l'élimination de nos médicaments chez les aînés. Et on sait qu'avec le temps, ça fonctionne moins bien. Il faut toujours corriger pour l'âge. Hein. Donc, tout ça est une barrière hémato-encéphalique également qu'il faut regarder, une pénétration plus grande au niveau du cerveau de certains médicaments. Donc, tout ça rend nos aînés plus sensibles aux effets des médicaments et donc aux effets néfastes qui peuvent en découler, qui découlent de la polypharmacie, donc usage de multiples médicaments. Si on décortique le mot, les symptômes de la polypharmacie. Là, aujourd'hui, je ne suis pas ici pour faire un cours sur la polypharmacie, mais en voilà, il y en a plein, il y a plusieurs conséquences possibles. Et c'est ça qui nous inquiète, nous, au Réseau canadien pour la déprescription. C'est ce qu'on veut mettre de l'avant comme message, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'aînés qui se retrouvent à l'hôpital à cause de chute. Mais qu'est-ce qui a causé la chute? Était-ce peut-être un médicament, fracture, évidemment, qui en découle? Déficit cognitif. Hein? Des fois, on enlève des pilules, puis les gens nous disent c'est comme si un voile s'était levé sur mes yeux. Je n'avais pas l'impression, je ne me rendais pas compte de ça et je me sens, j'ai l'esprit clair, j'ai l'esprit tranquille, plus clair depuis qu'on enlève certains médicaments. Cascade médicamenteuse, c'est peut-être un terme que vous connaissez moins. La plus brève définition possible, ce serait de dire qu'on traite un effet secondaire d'un médicament avec un autre médicament. Simplement. On va en voir plus tard, en fait. Interaction médicamenteuse, oui, plus on ajoute de médicaments et plus nous sommes à risque d'avoir des effets indésirables du fait que ces médicaments interagissent entre eux. Et hospitalisation, bien, ça m'amène à ma prochaine diapositive. Vous voyez ici, c'est clair
clair que plus on augmente le nombre de médicaments chez un aîné et plus sa probabilité d'être hospitalisé des suites de cet effet indésirable est grande causé par les médicaments. Donc, on voit de 1 à 4 jusqu'à 15. Donc, utilisons-les, mais utilisons-les bien. Au niveau des classes médicamenteuses qui amènent les aînés à l'hôpital, il y a plusieurs classes, mais quand on regroupe au niveau des grandes classes thérapeutiques, on a nos agents qui agissent au niveau du risque de saignement, donc anticoagulants, agents à risque d'hypoglycémie, tout ce qui est cardiovasculaire, mais également les agents qui agissent sur le système nerveux central. Pour revenir à la COVID, il y a des chiffres qui sont sortis récemment qui montrent, puis c'est préliminaire, puis j'ai hâte de voir tout ce qui va sortir après, mais on note une hausse au niveau des foyers de soins de longue durée d'utilisation chez les résidents d'antidépresseurs, d'antipsychotiques, de somnifères. Tout ça peut être facilement expliqué par des pénuries de personnel, par le fait que les proches aidants, pendant la COVID, n'avaient plus accès aux lieux. Donc, ça, c'est des données qui sortent de l'Ontario, mais bon, je ne serais pas étonnée qu'on voit la même chose ailleurs au pays. Mais il faut se questionner par l'impact que ça a présentement, toute cette pandémie, sur l'usage de ces molécules, justement à risque d'hospitalisation, comme on voit. Donc, tout ça nous mène au concept de ceux qui lisent les périodiques en anglais vont avoir peut-être vu le mot PIM avant, mais en français, MPI, médicaments potentiellement inappropriés. Au final, la définition comme telle comprend deux composantes importantes. Premièrement, une ordonnance pour lesquelles le risque l'emporte sur le bénéfice, dans ce cas spécifique-là. Évidemment, il y a toutes sortes de clientèles qui peuvent prendre un médicament, donc on doit l'adapter à l'individu et au contexte. La deuxième composante de ma définition est très importante également. Et donc, il y a une modalité thérapeutique, une approche autre qu'on peut utiliser pour traiter cette condition. Combinez les deux et vous avez votre définition. Donc, risque plus fort que bénéfice, mais aussi, on a d'autres choix. Donc, souvent au Canada, on va utiliser, puis j'en parle un peu plus loin, les listes de BEARS au niveau de la Société de gériatrie américaine pour identifier ce qu'on appelle le médicament potentiellement inapproprié. C'est ce qui a été utilisé ici pour regarder dans les grandes bases de données au Canada quel pourcentage des aînés utilisent un médicament dit potentiellement inapproprié. Évidemment, il faut prendre ça dans le contexte, mais c'est tout de même une information valable. Donc, ici, vous voyez que j'ai caché la partie de 85 ans et plus. Pensez-vous que plus on vieillit, plus on est exposé ou moins on est exposé aux médicaments potentiellement inappropriés? Bien, je vous le donne en mille, hein, on monte, le taux augmente et évidemment, vous ne serez pas étonné puisque c'est en lien avec ce que je disais auparavant. C'est également que plus on est âgé, plus on prend de médicaments. Donc, pas étonnant que là-dedans, il y en ait plus qui puissent être potentiellement inappropriés. Puis là, on considère aussi que plus on est âgé et plus on est à risque de souffrir d'effets indésirables de par tous les changements physiologiques qu'on a décrits plus tôt aussi. Il y a un groupe qui est très à risque d'effets indésirables plus que l'autre, puis c'est les femmes. Au final, il faut se rappeler qu'en administrant un médicament à une femme, pour plusieurs raisons, elles seront généralement plus à risque. Et on note au niveau de la FDA un taux de rapport d'effets indésirables 2 fois plus élevé dans ce groupe, chez les femmes. Et on peut expliquer ça de plusieurs façons. Je vais faire ressortir certaines des raisons, puis ça recoupe un peu ce que je disais par rapport aux aînés, soit que les femmes ont un pourcentage de gras corporel plus élevé d'emblée, pour les mêmes raisons. Au niveau des reins également, on sait que les reins des femmes sont plus petits. Il faut ajuster les doses des médicaments chez les femmes de façon adéquate quand on évalue la dose administrée à un médicament. Donc, finalement, c'est un facteur d'importance et le poids aussi, je vais faire ressortir généralement, le poids des femmes est moins élevé que celui des hommes. Donc, pour plusieurs raisons, il faut faire attention. Et on sait que pendant longtemps, les femmes étaient exclues des études cliniques dans plusieurs contextes parce qu'on avait tellement peur des grossesses. Et
Les personnes âgées encore plus étaient exclues parce que c'était des personnes trop frêles, on ne voulait pas risquer d'avoir des effets indésirables, que vous vous retrouviez à avoir des médicaments qui n'étaient pas nécessairement testés chez des femmes âgées. Hein? Donc, il faut se poser la question longtemps si on avait suffisamment de données là, dans ce groupe-là. Ça change. De plus en plus, ça devient des critères demandés lors de l'approbation des médicaments, mais tout de même, il faut mentionner ça. Et il y a des aspects qui sont au-delà de ceux qui sont biologiques chez la femme. Il y a également des aspects sociologiques associés au genre féminin qui démontrent que les femmes rapportent plus les effets indésirables que les hommes. Et d'ailleurs, elles consultent plus le médecin que les hommes pour parler en général, mais aussi pour parler de problèmes psychiatriques, d'anxiété, de dépression, ce qui amène davantage d'ordonnances de nature psychotrope. Donc, tout ça crée un problème à ce niveau-là, qui est une surutilisation là, au niveau engendre, disons, ce phénomène-là. Nous, au Réseau canadien pour la déprescription, notre objectif n'est pas, en tant que groupe de recherche, d'aller chercher des économies, vous en doutez. Ce qu'on veut vraiment, c'est de mettre de l'avant les meilleures pratiques et changer un peu la façon dont les choses sont abordées. Mais évidemment, quand on parle, on doit mentionner les coûts que ça engendre, puis aussi poser la question, vous savez, tout l'argent qu'on met pour traiter les patients s'ils se retrouvent avec des effets indésirables, on pourrait penser à mieux traiter les gens d'emblée en offrant des alternatives. Par exemple, si les gens ont des meilleurs accès à des soins au niveau psychothérapie, physiothérapie pour la douleur, au niveau de la nutrition, évidemment, tout ce qu'on traite au niveau du diabète, des troubles métaboliques, on peut se demander, on paie cher au final pour les conséquences de la surutilisation de médicaments. Donc, essayons de penser à mettre en place des stratégies qui soient efficaces, mais en amont, hein, pour éviter de toujours d'emblée recourir à la molécule pour certains problèmes. Donc, c'est un coût faramineux, 1,4 milliard par année au final. qu'on paie. Ça, c'est juste pour ça, c'est les conséquences. C'est 419 millions, c'est pour payer les médicaments eux-mêmes. Alors, la grande question, je pense que vous trouverez la réponse. Nous, la solution qu'on considère accessible, si quelqu'un prend un médicament, ou des médicaments plutôt, puis il y a un phénomène qu'on voit à l'heure actuelle, on considère qu'il pourrait avoir des conséquences au niveau de la polypharmacie chez cette personne-là et des usages d'ordonnances, disons, inappropriés, on doit mettre de l'avant une solution, et notre solution, ça s'appelle la déprescription. Au niveau de la déprescription, je vais prendre le temps de décortiquer le mot et de le définir, ça vaut la peine. La déprescription, si on découpe le mot, c'est le contraire de la prescription, évidemment, mais au final, ça inclut différents aspects. En premier lieu, ça peut être soit cesser un médicament, mais ça peut être également en diminuer la dose. Lorsqu'on considère que le médicament n'est pas bénéfique ou qu'il peut nuire à l'individu simplement. Donc, ça, je veux dire, vous me direz, d'aller à la pharmacie à tous les mois, c'est déjà un effet nuisible si on n'a pas besoin du médicament. Hein? Si on a besoin de se déplacer, dépenser de l'argent, que toutes les ressources qu'on met en place, tout ça, on est perdant. Donc, la déprescription, ça nous aide à enlever ce qui est superflu et ce qui est surtout nuisible. Le processus est toujours en collaboration, partenariat patient-professionnel. Tous nos messages qu'on adresse aux patients, c'est toujours d'initier la conversation à ce sujet-là. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas la clé là, pour le patient de décider de stopper tout dans son coin, évidemment. Puis, on mise vraiment sur l'aspect qualité de vie parce qu'on sait à quel point c'est important, particulièrement en gériatrie. Alors, quel est votre rôle en déprescription? Je vous demande ça. Là, je ne sais pas qui est avec nous, où vous pratiquez, mais je suis sûre que vous tombez dans un ou plusieurs, probablement plusieurs de ces groupes. Vous avez un rôle à jouer est-ce que vous prescrivez des médicaments? Le rôle des infirmières, je veux dire, il y a plein d'infirmières qui prescrivent déjà. C'est un rôle qui est de plus en plus en croissance à travers le pays. Donc, si vous en prescrivez, êtes-vous à même, c'est votre responsabilité vraiment d'assurer l'usage sécuritaire des médicaments, de réviser la médication de façon régulière et de choisir la molécule avec soin qu'il est le temps d'initier des médicaments. Est-ce que vous en servez? Est-ce que vous en administrez aux patients? Puis là, je peux dire que honnêtement, il y a
Si vous êtes la personne qui administre le médicament, vous, c'est votre responsabilité, évidemment, de voir est-ce que le patient a du mal à prendre? Est-ce que c'est un fardeau pour le patient d'avaler les 7 pilules que vous lui donnez? Est-ce que c'est un fardeau pour le patient de prendre, de lui faire cette injection-là à chaque X temps? Donc, d'observer puis de comprendre les attitudes que le patient dégage et vous exprime. Alors, vous êtes à même de pouvoir relayer cette information-là et d'être la bougie d'allumage du processus. Vous êtes à même d'identifier les effets indésirables dont souffre votre patient. Comme vous le voyez, c'est vous connaissez le mieux le patient que quiconque. Alors, vraiment, ça commence avec vous, puis je voudrais vraiment le mettre en lumière parce que j'ai lu différentes publications au cours des années qui montraient réellement qu'il y avait tellement de place à prendre pour les infirmières en déprescription que c'est vraiment tout un monde à explorer vraiment. Vous interagissez avec les patients, leurs familles, ça c'est au quotidien, j'en doute pas. Vous faites partie d'une équipe interdisciplinaire, bien, comme je l'ai dit, soyez la personne qui fait la différence là-dedans et qui pose la question. Si vous l'avez sur votre radar, bien là, toute l'équipe, là, tout d'un coup. C'est là où on a besoin d'avoir quelqu'un comme vous dans l'équipe. Au niveau des gens qui sont des administrateurs, il y en a beaucoup. Donc, si vous êtes en mesure de mettre sur pied des projets d'amélioration de la qualité, bien, pensez à ça, l'amélioration de la qualité de la prescription dans votre milieu de soins. Si vous êtes impliqué dans la formation de futurs professionnels ou simplement vous êtes un proche aidant, vous avez des gens dans votre entourage qui prennent des médicaments, bien, ça, on fait tous partie de ça. Donc, d'en parler au-delà du contexte professionnel, c'est un peu ça le point ici. Donc, je vous amène à avoir un peu d'auto-réflexion, de penser au niveau de votre niveau de confiance en tant qu'individu. Vous pouvez l'écrire dans la boîte de commentaires ou le garder pour vous. Amenez-vous à vous demander comment est-ce que vous évaluez votre capacité, vous, à pratiquer la déprescription ou si vous ne pouvez pas déprescrire puisque vous ne prescrivez pas, mais au moins à initier ou à parler de ça avec les patients. Pensez au fait à votre niveau de confiance en prescription. J'ai comme un peu l'impression que le niveau de confort en prescription est généralement tout autre, hein, beaucoup plus élevé puisqu'on est habitué, alors que quand c'est le temps de parler d'arrêter ou vraiment de réduire la dose, on est moins dans notre zone de confort. Donc, pensez-y, c'est de 0 à 10, là, mettez-vous un chiffre. Donc, au niveau des étapes comme telles, de la déprescription, je voulais quand même les mentionner, puis qu'on ait une idée du plan de comment ça se fait en pratique comme tel. Peu importe le milieu où vous vous trouvez, en fait, ça va toujours ressembler un peu à ça. Quand on va aborder le patient ou vraiment commencer le processus comme tel, évidemment, ça va demander un processus de réflexion, un processus vraiment d'analyse avec que ce soit vous qui faites la révision des médicaments avec l'équipe ou tout seul. Vraiment, ça va être de regarder puis d'identifier les médicaments qui, selon vous, pourraient être réduits. Évidemment, ça va demander d'aller voir les dossiers historiques, voir si vous pensez, bien, pourquoi ce patient-là prend un inhibiteur de la pompe à protons? Est-ce qu'il y a une raison spécifique d'aller voir les dossiers antérieurs pour voir l'historique? Peut-être qu'il y en a une, peut-être que vous ne trouverez pas de réponse. Ensuite, engager le patient parce qu'on sait que si le patient est réfractaire, si le patient n'est pas intéressé ou ses proches aidants, vous avez l'impression que c'est un combat, ça va être difficile. Alors, aller tout de suite dès le début, mettre de l'avant des aspects de qualité de vie, des aspects que ce que vous avez en tête, c'est pas de sauver des sous pour le système. J'ai rarement entendu ça, mais il y en a qui peuvent le dire. C'est pas que vous avez laissé aller votre patient puis qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, ce que vous mettez de l'avant, c'est la qualité. Ensuite, on planifie. Donc, on va mettre en place le processus. S'il y a plusieurs médicaments à stopper, généralement, on essaie de ne pas tout le faire en même temps. Je dirais qu'on essaie d'y aller graduellement, puisque si vous en arrêtez plusieurs, puis là, il y a des effets de sevrage ou des choses qui se passent moins bien, on peut plutôt vraiment identifier la source. Évidemment, tout dépend du contexte. Hein? Moi, si vous avez un patient hyper confus et en polypharmacie extrême qui se présente à l'urgence, c'est tout autre chose. Notre intervention va être beaucoup plus agressive, disons, que
Si on a quelqu'un à domicile qui se plaint d'un effet secondaire, puis là, on voit qu'il y a différentes pistes à explorer, hein, vous allez prendre plus votre temps. Si à domicile, en plus, vous êtes moins au chevet pour explorer, disons, observer au quotidien. Donc, mettez ça en perspective de votre situation, mais bon, on y va. Généralement, s'il n'y a pas le feu, on peut prendre notre temps puis le faire comme du monde pour que le patient se sente bien encadré. Faire le suivi, évaluer comment ça va, offrir du support, puis vraiment convaincre le patient que c'est la bonne décision à prendre. Il faut juste l'encadrer dans tout ça. Parce qu'on sait que s'ils se sentent un peu perdus, là, les patients peuvent trouver que c'est peut-être trop difficile, des choses comme ça, et finalement documenter, parce que en tant que pharmacienne, il n'y a rien de plus frustrant que de voir que, 2 mois plus tard, un médicament est redébuté parce que il n'y avait pas de note dans le dossier sur pourquoi c'était arrêté, etc. Donc, d'effacer tous les efforts, peut-être que le patient ne peut pas exprimer clairement pourquoi il prenait pas ou pourquoi il ne prend ou ne prend pas un tel médicament. Donc, vraiment, la documentation est essentielle. Vraiment, pour ce qui est des critères, je vais passer rapidement ici, mais on a, au niveau de la première étape, l'identification des médicaments. Je pense que la liste est infinie. Pourquoi est-ce qu'on voudrait déprescrire un médicament? Bien, vraiment, ça dépend du contexte, mais pensez effet indésirable, quelle est l'espérance de vie de votre patient? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant au niveau bénéfice? Qu'est-ce qui est plus important? Puis demandez aux patients, si ça vient d'eux, c'est bien, mais demandez qu'est-ce qui est important pour eux. Puis après, vous pourrez arrimer la médication à ça. Okay? Si c'est contrôler des symptômes, ou à ce niveau-là. Donc, vraiment de voir qu'est-ce qui est plus important, puis de mettre ça en relief avec la donnée. Qu'est-ce que vous avez comme donnée probante pour tel ou tel médicament? Au niveau de la situation, quand déprescrire, encore là, la liste peut être très longue, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment de l'avoir en tête. S'il y a un changement au niveau du patient, s'il y a un nouveau médicament qu'on commence, bien, est-ce que ça peut être un symptôme d'un autre médicament? Est-ce qu'il y aurait une cascade médicamenteuse possible? Puis, c'est sûr que nous, ce qu'on préconise, c'est que la déprescription soit dans un contexte justement d'approche globale. Dès qu'on renouvelle des médicaments, on peut regarder toute la liste et se donner le temps. Le hic, souvent, avec la pratique actuelle, c'est que souvent, le renouvellement des ordonnances va se faire à la toute fin d'un rendez-vous et ça va peut-être être une demande du patient qui dit « Ah, j'ai besoin de prescription pour X ». Alors là, on passe avec le dossier médical électronique, c'est rendu très facile, hein? On coche tout et puis on imprime et c'est sorti ou on envoie électroniquement aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'on doit s'arrêter et dire « OK, ça vaudrait peut-être la peine, peut-être que là, aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais de se donner un rendez-vous pour le faire, pour vraiment procéder à cette révision-là, pour pas que le renouvellement, ce soit juste un check, stop and go, là, donc juste un processus où on n'a pas de réflexion autrement que de dire, bien, on a besoin de plus. Donc, c'est une diapo ici pour faire vraiment ressortir un des points importants du message. C'est un nouveau symptôme, est-ce qu'un médicament peut être en cause? Est-ce qu'une fatigue, une confusion, une chute, puis souvent les patients vont dire non, je ne suis pas vraiment tombé, hein? Ils vont minimiser la chose. Ah, il y avait un fil qui était là, il n'était pas là d'habitude, ou je me suis accrochée, c'est correct. Donc, vraiment questionner parce que souvent, on peut passer à côté de signes qui montreraient qu'un médicament contribue à ces symptômes-là. Des cascades médicamenteuses, il y en a plus qu'on peut imaginer, c'est sûr, mais j'en mets quelques exemples ici avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui auraient pu être achetés sans ordonnance, évidemment. Vous n'êtes pas au courant, donc hausse de la tension artérielle, ajout d'un médicament pour la tension artérielle qui fait gonfler les membres inférieurs, ajout de diurétiques, etc. Des dysphagies, beaucoup de gens qui se plaignent de reflux, donc aller investiguer sur les médicaments qui pourraient être en cause, mais pas juste les médicaments, les habitudes de vie. Ça joue un rôle énorme avant d'ajouter des médicaments d'emblée qui peuvent ensuite avoir d'autres
d'autres conséquences. On sait qu'au niveau des IPP puis les risques d'infection pulmonaire, hein, il y a quand même, c'est pas clair la littérature, mais c'est quand même quelque chose, on a une barrière au niveau de l'estomac qui est l'acidité. Donc, en agissant là-dessus, on peut quand même spéculer sur les impacts que ça a au niveau de toutes sortes de trucs qui passent au niveau de l'estomac. Puis, bon, tout ce qui est fatigue, etc. Donc, vraiment, aller explorer. Puis, comme j'ai déjà mentionné, il existe des critères, il existe des lignes directrices. Donc, tournez-vous vers ces outils-là. Si tu sais, la première étape, c'est d'identifier, puis après de parler, puis d'en discuter. Donc, tournez-vous vers ce qui existe, comme les critères de Beers, qui sont disponibles gratuitement. C'est des listes claires qui sont adaptées soit à des situations, donc des patients avec des conditions. Il y a des listes plus générales, il y a des listes adaptées aux fonctions rénales, puis il y a également des listes au niveau interaction entre médicaments. Donc, à consulter certainement. Ce n'est pas noir ou blanc, là. Il y a des listes là-dedans. Je veux dire, c'est vraiment un indicateur pour vous guider. Je vous invite aussi à découvrir l'outil MedStopper, qui est un outil canadien développé en Colombie-Britannique par l'Université de UBC. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont développé un outil où on rentre la liste de médicaments, puis ça nous donne des indications sur bénéfices, risques en gériatrie et aussi, pertinent, doit-on sevrer graduellement? Comment on arrête ce médicament-là? Donc, est-ce qu'on peut le stopper du jour au lendemain ou faut-il aller doucement, réduire la dose? Donc, vraiment intéressant aussi pour ceux qui veulent le découvrir, medstopper.com. Donc, au final, identifier ce qui devrait être sevré par rapport à stopper, disons, du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'outil MedStopper est pertinent. Au-delà de ça, vraiment y aller aussi avec des outils comme des algorithmes de déprescription, ça peut être utile pour vous guider sur le processus, comment procéder pour identifier, ensuite choisir la meilleure approche. Donc, les algorithmes de déprescription ont été développés par une équipe à l'Institut de recherche Bruyère à Ottawa. Et il y en a 5 différents présentement. Donc, je vous invite à découvrir ça. Ils sont sur notre site web. À la fin, vous aurez notre adresse web aussi. Donc, celle-là, c'est pour les antihyperglycémiants à longue action. Donc, ils vous donnent des alternatives au verso, par exemple. Et il y a toujours une approche aussi non pharmacologique qui est intéressante. Comment communiquer? Donc, je vais passer rapidement au niveau de notre étude. Ce n'est pas nécessairement le plus crucial. C'est de mentionner qu'on a présenté des données, on a présenté une brochure qu'on a envoyée à des patients des patients gériatriques qui prenaient des sédatifs depuis en moyenne 10 ans. On leur a envoyé une brochure qui parlait des risques qu'on peut observer chez les aînés lorsqu'on prend des sédatifs. Ils étaient 150 d'un bord, puis 150 à peu près de l'autre qui avaient contrôle, donc pas d'intervention. Puis on a vu que dans un cas sur 4, après 6 mois, les aînés avaient stoppé leur sédatif. Puis on sait à quel point c'est dur. Ça peut être un processus qui est long. Donc, ce qu'on a conclu avec ce projet-là, c'est vraiment que de miser sur l'éducation des patients, c'est gagnant. Leur remettre l'information et leur laisser vraiment initier le processus une fois qu'ils comprennent risque-bénéfice et certainement ce qu'ils ont à faire pour le stopper, c'est plus clair pour eux qui peuvent être encadrés. Ça a donné des résultats très probants dans l'étude. Donc, ces outils-là sont également disponibles et je dirais que je vais vous montrer la brochure après, mais c'est aussi cette brochure-là, Empower, cette brochure pour les patients, elle est disponible. Donc, miser sur l'éducation des patients, c'est important, tout autant que d'en discuter avec eux. Donc, je liste ici, je vois qu'il ne me reste pas trop de temps, fait que je vais passer quand même vite là, au niveau des bons mots pour parler avec les patients, mais je pense que cet aspect-là est important dans la déprescription. Une méthode directe où vous allez vraiment discuter. Je vois que vous prenez beaucoup de pilules. Puis là, leur demander comment est-ce qu'eux, ils considèrent ça. Est-ce qu'ils voient ça comme un fardeau? Est-ce qu'ils voient ça comme quelque chose de normal? Donc, cet aspect-là, leur perspective, elle est importante.
Ensuite, demander au niveau de leur sommeil. Souvent, les gens vont dire, oui, je prends une pilule pour dormir, une chance. Puis là, on leur demande, mais oui, mais comment est votre sommeil? Ah, je me réveille comme 3, 4 fois. Bien, votre pilule pour dormir, elle n'a pas l'air de faire grand-chose entre vous et moi, là. Donc, à investiguer. Puis aussi émotive, je suis inquiète, ça me préoccupe que, donc, de parler de ça comme professionnel, ça peut venir rejoindre les gens. Puis ça va peut-être en prendre plusieurs discussions. Hein? C'est pas en abordant ça une seule fois que ça va nécessairement faire effet tout de suite, mais vous pouvez parler, ensuite fournir une brochure, puis là, de leur dire, bien, vous m'en reparlerez quand vous serez prêts. Puis, comme dans tout processus de changement de comportement, ça peut prendre du temps. Au-delà de, c'est ça, donc parler avec les patients, puis il y a des sujets qui vont être plus faciles que d'autres, donc les pilules pour dormir, ça va être plus dur. Hein? Si vous dites à quelqu'un, oui, je vais arrêter, oui, je prends trop de pilules, mais après, quand vous parlez de celles qui prennent au coucher, ça peut devenir moins disons, la discussion peut être moins ouverte à ce moment-là, donc ça vaut la peine de commencer le sujet, puis de faire ça sur un certain temps. On aborde également l'aspect de la déprescription avec les collègues. Puis, vraiment, ce qu'on veut mettre de l'avant ici, c'est qu'il y a toutes sortes d'équipes, puis l'approche interdisciplinaire, elle est tellement importante en déprescription, mais ce qu'on veut faire, c'est de vous encourager à être la personne dans l'équipe qui demande est-ce que ça pourrait être un médicament lors des discussions à propos d'un patient ou d'un cas. Puis la dernière chose à faire, c'est vraiment de blâmer. Puis ce qu'on observe beaucoup aussi en déprescription, hein? Donc on stoppe un médicament qui peut-être n'a pas été initié par nous, comme infirmière, comme médecin, etc. Donc le blâme, puis ça finit par aider personne, ça fait qu'on tourne en rond. Donc de vraiment se rappeler que si nous sommes en charge de ce patient-là présentement, on peut agir, on peut aller chercher l'information si nécessaire, mais au final, ce qu'on veut, c'est d'être prendre vraiment en charge la situation, puis être le membre d'équipe vraiment dans la discussion qui rappelle, est-ce que ça pourrait être un médicament? Est-ce que moi, j'observe ce symptôme-là? Est-ce qu'on pourrait aller creuser un peu plus loin ici, vraiment? Donc, c'est ce qu'on veut explorer. Au final, comme tel, au niveau des sevrages, ce qu'on veut juste mentionner au niveau des sevrages de benzo, souvent, les gens vont nous demander, mais comment je fais pour sevrer puis que ça se passe bien? Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a quand même une façon de faire pour que ça se passe quand même le mieux possible, c'est de prendre son temps. Dans la brochure que vous trouverez sur notre site web, ça, c'est la brochure, le plan est utilisé dans l'étude Empower aussi. C'était ça qui était suggéré. Puis, vous voyez que ça prend 3 mois là, pour arriver à 0. C'est long. Et plus on approche de 0, plus on y va doucement. Parce que proportionnellement parlant, bien, vous ne voulez pas enlever 75% là, en une semaine. Donc, on y va doucement. Puis, si jamais votre patient a des symptômes de sevrage, comme ce qu'on peut observer ici, bien, évidemment, dépendamment de la gravité de la chose, là, on peut encourager la personne à rester un peu plus longtemps à cette étape-là. Je vous encourage à vous tourner vers les algorithmes parce que c'est vraiment ça qui est mis de l'avant aussi. Donc, on reste un peu plus longtemps à une étape quand on déprescrit des médicaments pour lesquels il peut y avoir des symptômes plutôt que d'aller tout de suite à l'autre étape après pour que ça se passe bien. Je mets beaucoup d'emphase sur les sédatifs, mais je dirais qu'en termes de classes de médicaments qui sont beaucoup utilisés en communautaire, on a vu en top 10, là, puis aussi des médicaments pour lesquels on sait que les professionnels ont des questions puis des préoccupations, ça en fait partie. Ce que je dirais, c'est qu'au niveau de l'approche à adopter, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est vraiment une approche non pharmacologique. Encourager les patients à se tourner vers la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Puis encore là, on a des documents pour les aider, les patients, à mettre ça en place. Évidemment, ça prend quand même une certaine autonomie, mais pour ceux qui se tournent, qui demandent des pilules pour dormir, on peut leur mettre de l'avant que cette approche-là, elle est plus efficace à long terme que les sédatifs, pour lesquels on a des données pour 14 jours, il faut le mentionner. C'est quand même aberrant. Si vous regardez des monographies de pilules pour dormir, encore aujourd'hui, vous noterez que c'est écrit « ne pas utiliser à long terme ». Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'aînés ou de gens en général qui prennent ça 2 semaines puis qui arrêtent, mais bon, ce n'est pas vraiment ce qu'on observe. Donc, la TCCI, elle, c'est des bénéfices à long terme. Et ce qu'on vient vraiment faire, c'est réapprendre au corps à dormir, mais sans médicaments, finalement, ou
apprendre à dormir si la personne n'a jamais pris de médicaments, dans le fond, sans médicaments au final. Donc, ce que j'ai mis en relief aujourd'hui vraiment, là, dans le temps qu'on m'avait alloué, c'est ce que j'espère que vous en ressortez, c'est qu'il existe des outils comme pour vous aider à déprescrire, que les situations où on peut déprescrire sont nombreuses, au final, que le processus comme tel peut être appliqué à tous les cadres, mais que au final, c'est une approche par équipe et qu'une personne seule, ça va être difficile à faire. Donc, vraiment, de mettre à profit vos collègues, mettre à profit, vous travaillez en GMF, vous avez peut-être alors un pharmacien avec vous, vous avez peut-être quelqu'un pour la nutrition, si vous avez des médicaments comme les IPP, vous avez peut-être quelqu'un comme des services au niveau kinésiologie, ça dépend des équipes. Donc, de vraiment aller voir ce que vous avez comme ressources qui peut vous aider. Si vous êtes médecin, bien évidemment, faire affaire avec l'infirmière qui est là pour vraiment faire ça ensemble. Les résultats vont être nécessairement plus positifs. Si vous êtes intéressé à appliquer les principes en contexte de COVID, je vous invite, alors je sais que les diapos vont être disponibles ensuite, là, mais il y a un guide qui a été développé par une école de pharmacie aux États-Unis qui parle exactement de ça, de prioriser les traitements pour réduire les expositions dans les milieux de soins s'il y a des éclosions et aussi mettre de l'avant les enjeux liés au risque d'infection, s'il y a des gens qui sont sur des immunosuppresseurs, ce genre de choses. Donc, hyper bien fait, ce guide-là. Je vous encourage à aller le découvrir. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop étourdis. C'était un peu blitz, mais ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est qu'on sait que sensibiliser les aînés, les patients, leurs proches, ça marche. On l'a fait dans les études et de le faire, ça peut prendre un peu de temps, mais au final, on arrive à des résultats. Posons-nous toujours la question avant d'initier un traitement, est-ce qu'un médicament pourrait être en cause? Puis tournons-nous vers le DSQ, fions-nous pas à des listes de médicaments qui peuvent être vraiment passées date dans nos dossiers, faire attention à ça, trop fréquent. Attention aux périodes de transition. Oui, ça peut être une période où il y a vraiment un moment où on peut intervenir, puis réévaluer les objectifs de soins des patients. Puis si vous êtes administratrice, administrateur, mettez en place des projets. Quand je comprends là, que là, tous les projets d'amélioration de la qualité présentement, là, on est dans un autre monde, là, mais mettez la qualité des soins pharmacologiques tout en haut, évidemment, parce que vous verrez qu'au final, le patient, il en ressort certainement gagnant. Puis utilisez les outils, ils sont là, ils sont gratuits. Je vais mettre l'adresse du site web réseaudesprescriptions.ca. Vous pourrez trouver les brochures, vous pourrez trouver les brochures sur les médicaments, comme j'ai dit, sur la thérapie cognitivo-comportementale, les liens pour les algorithmes, sur les sédatifs, les IPP, toute une foule de documents sur les opioïdes, vraiment de quoi vous aider à faire ce travail en équipe. Donc, je mets le site web est ici aussi, de même que le courriel. Mon courriel, si vous voulez me contacter suite à la présentation, puis ça va me faire plaisir d'échanger. Merci beaucoup encore une fois. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, Camille. Avant de passer à la période de questions-réponses, nous allons passer à quelques questions pour les participants à propos du webinaire d'aujourd'hui. Donc, quelle est la probabilité que vous utilisez l'information fournie dans ce webinaire dans votre travail quotidien? Et l'autre question, c'est y a-t-il d'autres personnes qui ont participé à ce webinaire sans être inscrites et combien? Alors, j'aimerais poser quelques questions à Camille. Quelles sont quelques
Quels sont quelques exemples de stratégies pour initier des conversations avec les médecins sur la déprescription des médicaments? Oui, donc au niveau des discussions qu'on a avec les infirmières, c'est souvent ça qu'on nous dit, on nous partage, c'est des préoccupations par rapport à l'initier la discussion. Je pense que si vous approchez la chose du fait que vous êtes la personne qui, comme côtoyez le patient, bon, là, je parle d'un contexte, disons, hospitalier, vous côtoyez le patient le plus souvent que vous le voyez vraiment de façon plus régulière que les autres professionnels, c'est de mettre de l'avant le fait que certainement, là, vous êtes en mesure d'exprimer ces préoccupations-là qu'eux peuvent avoir, que leurs proches aidants peuvent avoir, vraiment parler d'un fond qui est d'empathie. Je pense que là, ça va être extrêmement bien reçu. Puis comme on l'a mentionné dans les groupes d'équipe, poser la question, évidemment, pas avoir une approche agressive, là, c'est comme dans toutes les équipes comme telles, mais vraiment parler de la réalité, de voir que, coudonc, ça prend 10 minutes à mon patient de finir de prendre ses pilules, il y a de la misère à avaler, ça reste collé, etc. Donc, d'exprimer vraiment ce que vous observez, c'est généralement gagnant. OK, merci Camille. Puis quel est le rôle du bilan comparatif des médicaments dans le soutien du processus de déprescription? Oui, je suis désolée, je voyais la question de Paul-André, mais je vois que maintenant le lien est collé. Super, merci Elisabeth. Donc, au niveau du bilan comparatif, le bilan comparatif, c'est vraiment ce que vous allez faire lorsque des périodes de transition, admission, le patient quitte. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ce soit documenté. Là. Dans mes plus grands rêves, là, il va y avoir les indications toujours décrites à côté de chaque médicament qu'on prescrit. Et si CSC, ça va être documenté aussi. Peut-être qu'un jour, ça va être requis hein, au niveau de la déontologie, je l'espère, parce que vraiment, au final, si on a ça, puis que dans les dossiers en pharmacie, les pharmaciens ont ça, les pharmaciens communautaires vont avoir tout un espèce de vraiment plus d'informations. Là, j'ai parlé de différents contextes, mais tout récemment, là, lundi passé, la loi 31 est passée. Les pharmaciens ont un plus grand rôle aussi à jouer au niveau du milieu communautaire, au niveau de la gestion des médicaments. Donc, le plus on peut, au niveau des bilans comparatifs, regarder, bon, qu'est-ce qui pourrait peut-être être stoppé, c'est un moment idéal, mais également documenter lorsqu'on va faire ce bilan-là pour s'assurer que l'information transige. On a reçu aussi une question des participants. Nous avons besoin d'au moins un infirmier autorisé et une infirmière clinicienne en gérontologie dans chaque institution de soins de longue durée pour adresser cela. Oui, j'ai vu ce commentaire-là de Dr. Gauthier. Je vous remercie. C'est sûr que nous, on promouvoit évidemment qu'il y ait le plus d'expertise possible puis de support pour que ces choses-là arrivent. Je ne sais pas si c'est quelque chose, je ne pratique pas en soins de longue durée. Donc, je ne peux pas dire à quel point on est proche ou loin de ça, mais j'apprécie le fait que c'est clair que vous voyez que l'approche interdisciplinaire est clé pour ça. Oui, les infirmières praticiennes. Également. Okay. Puis je vois des commentaires comme Mme Brouillard qui dit « La déprescription est même enseignée à l'université à l'UQAT au niveau des cours de douleur. » C'est vraiment ultra intéressant. En effet, on le voit de plus en plus dans les cours intégrés, formation médicale, formation pharmacie, formation infirmière. On veut que ce soit, quand on enseigne une condition, insuffisance cardiaque, ou je ne sais pas, n'importe quoi, quand on initie des médicaments, qu'on ait toujours l'aspect de la déprescription aussi, puisqu'on est très bon pour enseigner le premier, mais pensons toujours à l'inverse aussi. Donc, je pense que de plus en plus, c'est une chose qui va être répandue, d'avoir au moins ça en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais, je vais remettre la diapo avec le courriel, le site web. Si vous
êtes intéressé à partager ces informations-là? Vous pensez faire, vous aimeriez, vous, partager ça avec vos collègues? Contactez-nous, on est là pour ça. On est un organisme de recherche, mais également de transfert de connaissances. C'est que nous, on va aider ceux qui veulent passer le mot. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Par exemple, on peut partager nos diapositives, ce genre de choses. Alors, s'il n'y a plus de questions, ici, on a, vous pouvez accéder aux enregistrements des webinaires sur la chaîne YouTube. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez de vous inscrire à notre prochain webinaire qui s'intitule System Transformation from an Indigenous Perspective, qui sera offert en anglais seulement le jeudi 25 février de midi à 13 h. Et nous aimerions vous remercier de votre participation et à bientôt.